Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV. Nous nous trouvons aujourd'hui à Marrakech, qui a abrité cette semaine l'Atlantic Dialogue, un forum co-organisé par l'OCP Policy Center et le German Marshall Fund des États-Unis. Un événement qui réunit des intervenants des deux côtés de l'Atlantique, des grands noms de la finance, de l'économie, de la géopolitique pour discuter des questions qui intéressent ces deux régions du monde. Parmi les thématiques qui ont été discutées lors de l'événement, il y a les investissements directs étrangers en Afrique, il y a également cette question des échanges interafricains et aussi les nouvelles techniques et manières de financement des investissements en Afrique. Pour justement discuter de cette question que nous avons choisie pour ce numéro de l'Hebdo Éco, j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table aujourd'hui Monsieur Moubarak Lo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Institut Émergence et également conseiller économique en chef du Premier ministre du Sénégal. Bienvenue. Merci. Également autour de cette table, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Badré. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête du fonds d'investissement Blue Orange Capital. Vous étiez en tout cas également ancien directeur financier de la Banque mondiale. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Également aujourd'hui avec nous ici à Marrakech, Monsieur Ftahla Oualalou, bonjour. Bonjour madame. Alors vous étiez le maire de Rabat, vous avez également occupé le poste de ministre de l'économie et des finances 3 fois pendant une longue période. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Alors nous allons tout d'abord parler d'investissements directs étrangers. Les investissements interafricains ont représenté 8%, ou représenté 8% en 2007. Ils ont cru en tout cas à 22% en 2014. La question évidente qu'on pourra se poser, pourquoi l'Afrique doit-elle investir aujourd'hui en Afrique, Monsieur Oualalou? En fait, je crois qu'il faut placer cette question dans une perspective historique. Vous savez, après les indépendances, dans les années 60, il y a eu un livre célèbre qui disait que l'Afrique est mal partie. Et effectivement, l'Afrique a, pendant 3 décennies, et même un peu plus, stagné et donc reculé relativement. Et puis, à partir du début du siècle, autour de 2000, on a constaté une amélioration des performances économiques en Afrique. Et depuis de 2000 à 2014, même le taux moyen était autour de 5%. Bien sûr, c'était différencié d'un pays à un autre. Et cela est dû à ce moment-là à 2 raisons. La première, peut-être conjoncturelle, mais elle a duré, c'est la hausse des prix des matières premières et du pétrole provenant d'une demande étrangère et surtout chinoise, des pays émergents, mais surtout chinoise, qui a fait que les pays producteurs des matières premières ont amélioré leur performance. Mais la seconde, qui est encore plus importante, c'est que certains pays africains ont commencé à réussir les réformes structurelles importantes. Et ce qui fait que l'économie africaine dans son ensemble a amélioré ses potentialités, elle a commencé à avoir des ambitions, d'où l'intérêt qu'on accorde aujourd'hui à l'Afrique. L'Afrique est devenue, même, disons, ces dernières années, un sujet de compétition entre les grandes puissances, les États-Unis, l'Europe, malgré la crise, et bien sûr la Chine, mais aussi le Brésil, et aussi l'Inde, et aussi le Japon, oui. Tout ça. Et c'est dans ce cadre-là que aussi il faut placer l'intérêt de notre pays pour l'Afrique. Bien sûr, le Maroc est avant tout un pays africain, c'est ses racines. Mais il est certain que le Maroc est en train de lire aussi cette évolution que connaît l'Afrique. Et dans ce cadre-là, lui aussi intervient de plus en plus, notamment par des investissements, par des opérateurs marocain connu maintenant. Oui, alors justement, vous aviez parlé de cette question de matières premières avant, Monsieur Lo. Avant, en tout cas, cette image qu'on avait de l'Afrique, c'est un puits à matières premières. Et là, nous commençons à parler d'un véritable potentiel d'investissement que représente l'Afrique aujourd'hui.
pour les pays africains, mais également pour des pays émergents. Mais nous restons sur cette question de pays africains, justement, qui investissent en Afrique. Oui, vous savez, les pays africains doivent d'abord investir en Afrique, d'abord pour la raison de la proximité géographique. Si vous regardez tous les pays du monde, les pays européens investissent d'abord en Europe. Les pays asiatiques investissent d'abord en Asie. Les pays d'Amérique investissent d'abord en Amérique. Donc ça, c'est une réalité mondiale. Parce que d'abord, il y a la proximité qui fait que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour aller investir. Ensuite, vous avez les populations qui peuvent avoir aussi des comportements de consommation assez voisins. Parce qu'en général, pour investir à l'étranger, pour une multinationale, il faut d'abord être compétitif dans son pays. C'est parce que vous arrivez à satisfaire la demande locale que vous êtes compétitif, que vous cherchez maintenant à exporter le surplus qui est disponible, ou bien vous bénéficiez de prix meilleurs à l'international qu'au niveau national. Donc l'Afrique bénéficie un peu de ça. Les pays africains comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, comme le Nigeria, qui sont des pays à revenus intermédiaires, qui ont des ambitions de puissance économique, qui ne sont pas des puissances économiques, mais qui ont l'ambition de devenir des puissances régionales. Ces pays-là doivent d'abord investir en Afrique, parce que c'est la proximité géographique. Deuxièmement, c'est plus difficile pour une entreprise marocaine d'investir aux États-Unis que d'investir en Afrique. Ça, c'est l'aspect technologique qui joue, parce que pour investir aux États-Unis, d'abord les prix sont beaucoup plus élevés. Je parle des coûts salariaux, les coûts également d'accès au marché. Ce qui fait que pour une banque marocaine, c'est beaucoup plus productif, en tout cas dans un premier temps, d'investir en Afrique pour des raisons justement de coûts salariaux moins élevés, mais également pour des raisons de concurrence moins vive. Parce que si vous allez aux États-Unis, dans tous les secteurs, vous aurez des médias mondiaux qui sont présents. En Afrique, le Maroc aujourd'hui a réussi à devenir en Afrique francophone le principal investisseur au niveau bancaire. Alors, dans le domaine des télécommunications aussi, c'est un des acteurs principaux. Dans certains pays, c'est le principal investisseur au niveau des télécoms. Dans l'immobilier aussi, il y a une percée du Maroc. Donc dans ces trois secteurs, on sent qu'il y a une dynamique qui est créée. Oui. Il faudrait maintenant que cette dynamique-là se généralise dans les autres secteurs comme l'agrobusiness, comme la manufacture. C'est peut-être les deux domaines du futur pour les investissements marocains. Nous allons y revenir justement à cette question de secteurs porteurs, en tout cas, qui manquent encore de plus d'investissements, en tout cas en Afrique. Alors, Monsieur Badré, Monsieur Lo a évoqué une question très intéressante, celle de l'investisseur qui vient investir en Afrique. Vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement. Vous conseillez les investisseurs justement pour investir. Alors pourquoi, en tout cas, quels sont les arguments que vous avancez à ces investisseurs pour venir investir ici en Afrique? D'abord, il y a un élément de conjoncture internationale qu'on sous-estime aujourd'hui et qui prend deux aspects. Le premier, c'est une des conséquences importantes de la crise financière, qui n'est peut-être pas complètement terminée, mais enfin qu'on a vécue depuis une dizaine d'années, qui a vu, je dirais, un transfert du pouvoir économique et financier, pour être très simpliste, des banques vers les investisseurs institutionnels. Les banques ont fait partie de ceux qui ont été peut-être à l'origine de la crise, mais en tout cas qui ont été très réglementés à l'issue de la crise. Et aujourd'hui, pour une banque, c'est très compliqué d'augmenter ses expositions, surtout quand elles sont un peu exotiques, long terme, etc. Donc les banques sont plutôt en train de se replier. C'est vrai pour les banques européennes, américaines, etc. À côté de ça, on a le développement de ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, fonds de pension, assureurs vie, fonds souverains, gestionnaires d'actifs, qui gèrent aujourd'hui à peu près 100 000 milliards de dollars. Ça, c'est le premier changement. Donc on a un changement très important en termes d'acteurs. Deuxième changement, et on ne sait pas bien si c'est en train d'évoluer en ce moment, c'est les taux d'intérêt.
Alors justement, Oui, c'est un point important. Oui, parce oui, que justement, parce que ce point de taux d'intérêt, pourquoi maintenant en Afrique, des prêteurs demandent jusqu'à un taux de rentabilité jusqu'à 25%. Or, par exemple, pour prêter à un pays comme l'Allemagne, on ne demande qu'1%. C'est assez handicapant. C'est précisément ce pourquoi je veux intervenir avec le fonds que je suis en train de créer. Mhm. Quand vous êtes un assureur vie ou un fonds de pension néerlandais, allemand ou américain aujourd'hui, vous achetez chaque semaine des millions d'euros, de yens, de francs suisses, d'obligations qui vous rapportent au mieux zéro et parfois moins quelque chose. Et donc, vous ne pouvez pas payer les retraites des gens qui ont cotisé chez vous, vous ne pouvez pas payer les primes d'assurance, enfin, vous êtes dans un système que je qualifierais presque de suicidaire. Enfin, si ça dure 5 ans, si pendant 5 ans, les grands assureurs européens replacent à moins quelque chose, vous avez un énorme problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a une opportunité extraordinaire pour des pays comme l'Afrique, mais la plupart des pays émergents au monde, à essayer d'attirer une partie de cette épargne. Le problème, ce que vous indiquez sur les taux à 25%, c'est que le marché ne fonctionne pas bien. Le marché du crédit, c'est vrai en Afrique, mais c'est vrai dans la plupart des grands pays émergents, en Amérique latine, en Russie, etc. C'est un marché qui ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire quand vous êtes une grande entreprise, une entreprise d'État, ou suivant les pays, ce qu'on appellerait un oligarque en Russie, vous avez accès au crédit international, aux banques de développement. Quand vous êtes une entreprise normale, c'est très compliqué de vous financer dans des conditions qui ne sont pas usuraires, pour prendre un mot. Juste si vous pouvez, comme ça, pour qu'on comprenne mieux quand vous parlez de ces conditions usuraires. 25%, c'est des taux qui sont extraordinairement élevés. On ne peut pas dire que ça soit fonctionnement d'un marché normal, parce que c'est un marché qui est encore en cours de construction. Est-ce que c'est l'informel? Est-ce que c'est... Non, c'est parce que c'est des marchés. Alors encore une fois, je pense que quand on regardait les marchés de capitaux dans les pays avancés il y a une centaine d'années, vous aviez le même type de phénomène. Donc il faut absolument structurer le marché du crédit par le développement des marchés locaux de capitaux, par le développement d'un secteur bancaire plus profond et par la capacité à connecter ces investisseurs institutionnels qui, plutôt que d'acheter des obligations à taux zéro, auraient tout intérêt à contribuer au financement de projets porteurs de sens en Afrique. Donc c'est ce changement qui est en train de se passer. L'écosystème n'existe pas. Vous êtes un grand investisseur qui gère 1000 milliards de dollars, et il y en a un certain nombre maintenant qui gèrent 1000 milliards de dollars. Personne ne sait ce que ça représente, 1000 milliards de dollars, mais il y a des gens qui gèrent 1000 milliards de dollars. Comment est-ce que vous voulez identifier le bon projet dans lequel vous pouvez investir en Afrique dans des bonnes conditions? Et c'est là qu'il faut recréer des intermédiaires, qui soient éventuellement les banques publiques de développement, les banques locales, les administrations, toute une série d'organismes qui sont en train d'apparaître et qui vont permettre normalement de canaliser une partie de cette épargne là où elle fait du sens. Pour l'instant, quand vous êtes un assureur et que vous achetez de l'obligation à taux zéro, vous ne rendez pas service à l'émetteur, parce que l'émetteur il a de l'argent gratuit, donc il ne fait pas de réforme, c'est tellement plus simple, l'argent vient gratuitement. Pourquoi est-ce que je mettrais des gens dans la rue? Donc, ça ne rend pas service aux pays dans lesquels vous n'investissez pas, qui ont ces besoins. Si en revanche vous arrivez à trouver des moyens de transférer une partie de cette épargne, vous rendez service à tout le monde. Est-ce que vous pensez que cette dynamique justement d'investir en Afrique est-elle encouragée ou plutôt attise-t-elle, on va dire, une réticence d'investisseurs classiques ou en tout cas historiques qui ont toujours investi en Afrique et notamment récemment, que ce soit la Chine ou d'autres pays? Monsieur Lo, peut-être? Bon, je pense, en tout cas, moi je suis conseiller du Premier ministre du Sénégal. En investissement, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Je pense qu'on n'est pas là pour protéger les investisseurs traditionnels. Nous avons des besoins d'investissement et nous prenons les investisseurs qui sont les plus agressifs, ceux qui veulent soutenir le développement du pays. Est-ce qu'il n'y a que ce soutien du développement du pays? Y a-t-il peut-être d'autres raisons? Bon, de toute façon, les investisseurs ne sont pas des philanthropes. Donc nous disons que le vrai mot, c'est le win-win. C'est-à-dire l'investisseur, il vient pour gagner de l'argent, mais également les pays ont des besoins d'investissement énormes dans le domaine des infrastructures, dans le domaine également des industries qui créent des emplois, parce que n'oubliez pas qu'on a des jeunesses, des sociétés très jeunes, avec beaucoup de jeunes qui sont au chômage, donc il faut créer beaucoup d'emplois. Donc tous les investisseurs, quel que soit le pays, nous ne faisons pas de fixation sur le pays, c'est le projet qui est proposé par les investisseurs qui compte. Et nous choisissons de manière très objective l'investisseur sur la base du meilleur projet présenté. Donc nous sommes dans une compétition ouverte. La Chine, l'Inde, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Maroc, tous ces pays-là sont invités et que le meilleur gagne, comme on dit. D'ailleurs, vous avez parlé d'infrastructure. Monsieur Le Voilel, nous y reviendrons.
Non, je crois qu'il faut tenir compte, les investisseurs en général, et à travers les investisseurs, les grands États et les petits, qui s'intéressent de plus en plus à l'Afrique, constatent qu'il y a un dynamisme en Afrique possible. Avant tout, un dynamisme démographique. Le XXIe siècle sera essentiellement un siècle africain sur le plan démographique. L'urbanisation du monde se terminera en Afrique. Les couches moyennes vont se développer maintenant en Afrique. Si le XIXe siècle a été essentiellement européen, le début du siècle après 1914 américain et atlantique, essentiellement, la fin du siècle du XXe et le début du XXIe siècle asiatique, maintenant tout le monde sait que l'Afrique aura sa part et elle va de plus en plus être parmi les moteurs, malgré ces problèmes qu'on connaît. Et par conséquent, c'est dans ce cadre-là, d'autant plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'États qui ont pu maîtriser le cadre macroéconomique de leur économie, qui ont la vision et la volonté de diversifier leur économie, c'est-à-dire de ne pas rester dépendant des matières premières, de faire un peu d'industrie, d'améliorer leur agriculture, la pêche, etc. Tout ça, donc cette diversification est un élément important, attrayant, et d'autant plus qu'aujourd'hui, le monde est en train de devenir un monde multipolaire ou apolaire. Et par conséquent, toutes les puissances anciennes, l'Europe, ancienne colonisatrice, les États-Unis, l'Amérique du Nord en général, mais aussi surtout la Chine, et l'Inde, et le Japon, et la Corée. Et dans ce cadre-là, bien sûr, il y a une prise de conscience à l'intérieur de l'Afrique d'un certain nombre de pays, comme le Maroc, qui considèrent que l'Afrique doit être à l'ordre du jour. Très bien. Je vais reprendre une citation de M. Moubarak en marge d'un sommet qui s'est tenu à Dakar récemment. Je vous cite, l'émergence d'un pays dépasse la simple construction d'infrastructures, vous avez déclaré. Et là, justement, M. Ouelelou vient d'évoquer ces projets de grande puissance, mais également du Maroc dans l'Afrique. Où placeriez-vous aujourd'hui le Maroc en tant qu'investisseur dans l'échiquier africain? Bon, le Maroc est le deuxième investisseur en Afrique, après l'Afrique du Sud. En Afrique francophone, ça doit même être le premier, parce que le Maroc est beaucoup plus offensif que l'Afrique du Sud dans nos pays. Maintenant, ce qu'il faut développer, c'est la diversification de l'investissement. Parce que si vous regardez pays par pays, par exemple le Sénégal, si vous regardez la courbe de l'investissement marocain au Sénégal, vous avez des situations de pic très élevés. Ensuite, ça se tasse. Ça veut dire que ce n'est pas continu sur la durée. Vous avez une participation à une privatisation, ça vous donne un investissement très important. Ensuite, ça revient à un niveau relativement faible. Donc, ce qu'il faut, c'est comment maintenir sur la durée des investissements massifs sur le continent africain. Bien évidemment, ça demande beaucoup de fonds, mais je pense que le Maroc, tout à l'heure, ce que disait Bertrand sur ces nouveaux fonds disponibles, il est tout à fait possible pour des entreprises marocaines qui ont démontré leur capacité à rentabiliser des investissements, à pouvoir saisir ces fonds, ensuite aller investir en Afrique. Donc c'est un peu ce rôle d'intermédiaire entre des besoins d'investissement et des besoins d'investisseurs financiers qui cherchent où placer leur argent et qui ne peuvent pas prendre des risques directement, mais qui cherchent des intermédiaires capables de leur assurer une bonne rentabilité. Il y a les fonds en Europe, les fonds de pension, il y a également dans les pays du Golfe, parce qu'aujourd'hui, ces fonds-là peuvent également chercher à se placer. Donc c'est un atout formidable que le Maroc peut jouer en tant que pays un peu à la convergence de l'Europe, du monde arabe et de l'Afrique. Je pense que c'est très unique d'avoir ces trois atouts. Et le Maroc aussi est ami de tout le monde. Qui fait que je pense que dans le futur, c'est
c'est un investisseur qui va compter dans le continent africain. Mais comme je disais, il faut aussi diversifier. Justement, parlant de diversification, voilà. il y a, je ne cite que ces derniers investissements. Bien sûr, il y a le système bancaire qui est largement implanté dans le continent à travers Attijari Wafa Bank, le groupe BMCE Bank, le groupe Banque Populaire. Il y a cet énorme projet de l'OCP qui vient d'être lancé en Éthiopie. Et au Nigeria aussi. Au Nigeria. Nous allons revenir au gazoduc. Justement, cet aspect de sécurité alimentaire qui est d'un côté est un investissement à forte valeur ajoutée, Monsieur Badré, mais aussi c'est un investissement qui sert, entre guillemets, le développement durable. Absolument. Je reviens juste sur le développement du secteur bancaire, parce que quand j'étais directeur financier du Crédit Agricole, c'est exactement une des tensions qui s'est manifestée pendant la crise. Nous avons vendu le réseau africain du Crédit Agricole à Attijari Wafa. Et c'était dur pour moi. C'était une décision que vous avez prise? Pas tout seul, avec le directeur général du conseil d'administration. Vous avez poussé vers nous, on avait besoin d'argent, pour être très matérialiste. Et je pense que dans la durée, j'étais à Casa hier où j'ai vu les équipes d'Attijari Wafa, je pense que dans la durée, ils sont un très bon actionnaire. Et que derrière... C'était une bonne affaire pour les Marocains et c'était pas une mauvaise affaire pour nous. Pour le Crédit. Donc je finis cette parenthèse. Gagnant-gagnant. Win-win, gagnant-gagnant. Dans les circonstances où on était au milieu de la crise, oui, aujourd'hui je regretterais. Mais bon, c'est comme ça. Non, pour revenir sur ce que vous disiez en matière de sécurité alimentaire, mais avant je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Oui, l'Afrique est présente dans les décisions d'investissement, mais ça ne va pas se faire tout seul. Parce que la compétition, elle joue. Aujourd'hui, d'une certaine manière, les gens disent « je préfère acheter une obligation allemande qui me rapporte 0 parce que c'est sûr ». C'est sûr, oui. Et il y a un problème de perception aussi. Il n'y a rien qui peut forcer un investisseur à venir. Donc il faut organiser, c'est bien s'il y a de la compétition, mais il n'y aura pas toujours de la compétition. Ça, c'est le premier sujet. Donc il ne faut surtout pas relâcher l'effort. Il faut créer ces endroits où les investisseurs se sentent en confiance. Et ça prend énormément de temps avec quelque chose qui est très injuste. C'est qu'on pardonne moins facilement aux pays en développement et aux pays émergents qu'on pardonne aux pays développés. Parfaitement. J'aime bien citer cet exemple. On parle beaucoup de partenariats publics-privés. On dit qu'il faut faire des partenariats publics-privés. Je prends toujours l'exemple du Sénégal, où effectivement l'autoroute qui sort de Dakar, c'est un partenariat que je cite en exemple, qui marche parfaitement. Si je prends l'exemple de la France, où après avoir privatisé les autoroutes, quelques années plus tard, on dit on va changer les conditions. Bon, la France, entre guillemets, on lui pardonne. On ne pardonnerait pas au Sénégal. Donc il y a cette question de perception qu'il faut affronter, elle est injuste. Les médias ne jouent pas en faveur non, aussi mais de l'image. C'est pas que les médias, c'est que encore une fois, on sait très bien, et c'est des situations vécues, pour beaucoup d'investisseurs, l'Afrique c'est un seul pays. C'est très injuste. On peut dire, mais non, attendez, le pays X est à 3000 km du pays Y, mais quand vous présentez un projet au conseil d'administration et que la veille, dans un des pays africains, il y a eu un souci, les gens vous disent... Ah là là, regardez l'Afrique, c'est très dangereux. Ça n'a rien à voir. Donc il y a encore ce problème de perception et il faut continuer encore et encore à dire, mais non, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est un réservoir démographique, c'est là qu'il y a une émergence de classe moyenne, ça n'est pas que des matières premières. Et ça, c'est la transition difficile aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, les matières premières ont été le moteur pendant 15 ans. Et maintenant, il faut changer de moteur. Et c'est une phase qui est très délicate. Une phase au moment où les gens commencent à avoir des doutes. Et surtout, vous parlez d'un monde multipolaire ou apolaire. Moi, j'ai peur d'un monde fragmenté. C'est-à-dire, quand un président dit « Make my country great again » ou « My country first », c'est un autre débat. Non, mais il n'est pas le seul. Quand vous êtes la grande montagne et que vous sortez de l'Europe, donc si chacun se replie sur ses frontières, il y a une montée du protectionnisme. Nous le remarquons. Je fais le pari, c'est une montée du protectionnisme. Je crains que l'Afrique soit plus une victime qu'un bénéficiaire de la montée du protectionnisme. Donc il ne faut pas se raconter que des histoires. Il faut se dire, il y a du potentiel, il faut tout faire pour, mais ça va devenir probablement un peu plus difficile que ça l'a été ces 15 dernières années. Monsieur Wallalou. Avec ça, je n'ai pas répondu à votre question sur la Monsieur Wallalou veut justement rebondir sur ça et nous allons revenir à relever ma question. un élément important à partir de votre intervention et la vôtre aussi. Le Maroc, au début du siècle, a assaini un certain nombre et a réformé un certain nombre de secteurs. Et ces secteurs, une fois réformés, une fois assainis, solidifiés, ont eu la possibilité d'intervenir en Afrique. Les télécoms, ça a été assaini en 2000, avec à ce moment-là l'entreprise Maroc Télécom comme leader, et à partir de là, elle a eu la capacité de commencer à jouer son rôle en Afrique. Et puis le secteur financier, bancaire et assurance, c'est la réforme de ce secteur qui a permis
à nos banques de devenir une référence et même de dialoguer avec des banques françaises qui étaient bien placées d'ailleurs en Afrique et en partie de se substituer à ces banques, en partie bien sûr. Mais la troisième réforme la plus importante, me semble-t-il, pour l'Afrique, c'est celle de l'OCP. Elle est essentielle parce que cette réforme a permis à l'OCP de commencer à mettre en place une stratégie mondiale qui concerne l'alimentaire. Or, la question alimentaire, dans l'avenir, sera essentiellement africaine, parce que c'est là où il y a l'urbanisation, la montée des couches moyennes et une amélioration quantitative et qualitative de l'alimentation. D'où l'intérêt, bien sûr, des deux grands projets qui ont été initiés par Sa Majesté, et en Éthiopie et au Nigeria. C'est essentiel. Justement, on revient à cette question de développement durable et de sécurité alimentaire. C'était ça ma question. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le fonds que je suis en train de constituer, j'ai un certain nombre de personnes qui sont en train d'investir, qui viennent de l'agroalimentaire. Des grands patrons du secteur agroalimentaire qui ont plusieurs sujets. Le premier, c'est effectivement la sécurité alimentaire mondiale. Point numéro 1, on va être 3 ou 4 milliards d'êtres humains en plus, une grande partie en Afrique. Comment on nourrit tous ces gens? Ça, c'est un point majeur. Deuxième sujet, le changement climatique. Il ne faut pas oublier, on était à Marrakech il n'y a pas très longtemps pour COP22. Si vous prenez l'exemple d'une matière première importante, qui est le café, au moment où les Chinois découvrent le café et se détournent un peu du thé, ils commencent à boire du café. Beaucoup. Donc le café est une des matières premières qui tient bien. Une grande partie du café est produit dans des zones qui vont être influencées par le changement climatique. Donc les grands du café se disent, où est-ce que je peux m'implanter? Et c'est vrai qu'il y a des possibilités en Afrique, par exemple. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a un troisième aspect qui est la qualité alimentaire. Je reprends l'exemple du café. Les gens prennent de moins en moins de café standard et de plus en plus de café de qualité. Et donc, tout ça, effectivement, est un potentiel pour l'Afrique. Donc comment est-ce qu'on s'organise? Les gens, ceux qui viennent investir chez moi, c'est les questions qui se posent. Le business agricole, l'agribusiness, comme on dit, est un des sujets absolument majeurs, qui est un sujet crucial, encore une fois, de sécurité. Mais plus que ça, au moment où on ne sait pas très bien quel sera l'impact du changement climatique, et au moment où il y a une tension sur la qualité, que ce soit qualité au sens commerce équitable, ou que ce soit qualité au sens biologique, tout ça est en train d'interagir avec des très grandes interrogations, et des mouvements mondiaux. Les Chinois sont pas, par exemple en Afrique, sont intéressés par les terres arables. Et c'est un sujet qui est hyper sensible, parce que s'il y a dans toutes les cultures du monde un sujet qui est difficile à prendre, c'est la propriété de la terre. Ça, on sait, c'est vrai, c'était vrai absolument partout. Et donc, on va se préparer des discussions qui vont être extrêmement difficiles. Je pense prometteuses et fécondes, mais ne nous leurrons pas, c'est un sujet qui va être extraordinairement difficile et sensible. Alors, il y a ce sujet d'agribusiness, il y a également, qui est très d'actualité, celui du green business, Monsieur Badré, là encore où il y a un énorme potentiel d'investissement en Afrique. Nous allons revenir à cette question et dans le débat avec mes invités juste après cette pause pub. À tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez juste avant la pause pub, nous parlions d'agribusiness en Afrique, des opportunités d'investissement dans ce secteur. Et avant de passer également au green business, Monsieur Lo, vous vouliez réagir à ce que disait Monsieur Badré concernant justement ce secteur très prometteur et qui attise beaucoup de convoitises des investisseurs qui est l'agrobusiness. C'est vrai, tout à l'heure j'ai parlé de la nécessaire diversification de l'investissement marocain en Afrique parce qu'aujourd'hui, c'est essentiellement dans la banque, les télécoms, l'immobilier. L'agrobusiness, c'est un domaine sur lequel le Maroc a d'énormes atouts pour pouvoir investir en Afrique. D'abord, il a réussi à développer une compétence distinctive dans le domaine des agrumes, mais même dans le domaine des céréales. Le Maroc aussi bénéficie de grandes sociétés comme l'OCP, qui sont l'Office chérifien des phosphates, qui ont permis de développer une agriculture compétitive et productive. Donc aujourd'hui, l'OCP a montré la voie en investissant dans le domaine du phosphate en Afrique. Il est temps que les grands groupes marocains agroalimentaires aillent investir le marché africain. Il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a également une demande alimentaire importante. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains n'arrivent pas à produire
assez pour la population. Je pense que le Maroc peut saisir cette opportunité, non seulement pour la production de céréales, mais même pour la transformation des produits agricoles. Et dans ces deux domaines, à la fois l'agriculture de base, mais également la transformation des produits agricoles, je pense que le Maroc peut jouer un rôle comme investisseur majeur en Afrique. Alors, nous allons parler maintenant d'énergie, et notamment avec ce méga projet de gazoduc qui acheminera du gaz du Nigeria vers le Maroc et in fine peut-être vers l'Union européenne. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé cette semaine une séance de travail sur justement la faisabilité, la rentabilité de ce projet gigantesque, un projet, rappelons-le, qui était tombé à l'eau. Il était initié par l'Algérie et le Nigeria il y a 14 ans. Il a été un peu mis à l'écart. Maintenant, le Maroc entame ce nouveau projet qui, disons-le, sera bénéfique à tous les pays qu'il traversera, car il est question d'électrification de l'Afrique, il est question de pôle industriel. Alors, Monsieur Oualalou, justement, il n'y a pas que l'énergie, quand on parle de gaz, il y a également cet aspect d'agrobusiness, de transformation d'engrais, de phosphate avec le gaz, à travers Alors, le gaz. comme vous avez dit, premièrement, ce grand projet qui va permettre le passage du gaz à travers une douzaine de pays, oui. Avant tout, il va permettre de promouvoir l'électrification. Tout à fait. Ce qui est essentiel des pays africains. En deuxième lieu, ça va être un élément de promotion des échanges, parce que c'est un gaz qui vient de Nigeria, qui passe dans d'autres pays, même si ces pays produisent aussi un peu de gaz, mais de toute façon. Et puis en troisième lieu, il va changer qualitativement nos relations aussi avec l'Europe, parce que c'est un gaz qui va venir irriguer nos économies avant de pouvoir passer à l'Europe. Alors le deuxième aspect est essentiel. Le Maroc a des engrais. Il a essentiellement du phosphate. Un certain nombre de pays, notamment le Nigeria et l'Éthiopie, ils ont du gaz. Aujourd'hui, pour produire des engrais et toutes les formes des engrais, il faut un mariage, un mixage entre le phosphate et le gaz. Et donc, ceci va amener à la mise en place d'une stratégie industrielle au service de l'agriculture, au service de l'alimentaire et au service d'une demande alimentaire qui va augmenter d'une façon exponentielle dans la région. Il ne faut pas oublier que, par exemple, un pays comme l'Éthiopie, c'est 95 millions d'habitants. Un pays comme le Nigeria, c'est le premier pays, bien sûr, africain sur le plan démographique. Donc, non seulement c'est des pays riches, mais aussi c'est des pays qui ont des besoins humains sur le plan alimentaire. Et c'est là où ces accords qui ont été initiés par Sa Majesté, dans le cadre d'une vision, une vision stratégique africaine du Maroc, comme faisant partie de nous-mêmes, l'Afrique et nous sommes l'Afrique aussi. C'est dans ce cadre-là que ces projets, ces accords vont permettre de changer la nature des rapports Sud-Sud, la nature des relations afro-africaines, et en même temps va permettre d'améliorer la capacité de négociation des pays africains avec nos voisins, notamment européens. Alors, c'est un projet quand même qui est assez important. On parle très important. On parle quand même d'un gazoduc qui s'étendra sur 6000 km. Le plus grand, il s'étend du Turkménistan, il me semble, à la Chine. Il fait autour de 8600 km. Il a coûté 20 milliards de dollars. On n'a pas de chiffre exact sur le coût de ce projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc. Parlons d'abord de la faisabilité
faisabilité, mais aussi de la rentabilité. Monsieur Walalo a évoqué cet atout d'électrification, mais également l'atout de transformer le phosphate brut en engrais et donc pourra profiter à l'agro-industrie. Comment voyez-vous, en tant que financier, la rentabilité d'un tel projet, M. Badré? Il y a évidemment une dimension stratégique panafricaine. Il y a une dimension cruciale qui est un des problèmes majeurs de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'accès à l'énergie et à l'électricité. S'il y a vraiment une conclusion très pratique de tous les débats qu'on a depuis des années, c'est que l'électricité est on ne passera pas à un développement de type manufacturier haute si on n'apporte pas l'électricité. Donc c'est un et motivateur aussi. Toute une série des pays qui vont être traversés sont des Mhm. pays qui sont en problème d'électricité majeur. Donc de tous ces points de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, effectivement, c'est une question de réalisation. C'est très compliqué de faire ça sur plusieurs pays. Il y aura du public, du privé, des accords qu'on appelle de off-take, à quel prix les gens vont acheter, etc. J'avais un peu travaillé sur le bout mauritanien, qui est le sujet un petit peu sensible, si j'ai bien compris, du projet. C'est des sujets très compliqués. Ça fait des années. Parce que je crois que la Mauritanie n'est pas complètement à bord encore de ce projet. Donc si on veut que le gazoduc passe, il faut qu'il passe aussi par la Mauritanie, qui a découvert du gaz il n'y a pas très longtemps au large de Nouakchott, et qui est en train, on travaille avec la Banque mondiale. La Mauritanie et le Sénégal, l'offshore. Voilà, exactement, il y avait un projet qui était Mauritanie. Assez conséquent, hein. Oui, mais qui est compliqué parce que évidemment c'était impacté par le choc pétrolier, où souvent, quand on faisait des courbes avec un pétrole à $100, c'est pas la même chose qu'avec un pétrole à 50, et comme le gaz est en partie seulement corrélé au dollar. Donc c'est pour ça que encore une fois, il faut avoir une vision stratégique sur ces sujets. Il y aura une part d'investissement public là-dedans. Ça ne sera pas un produit 100% privé. Donc il faudra effectivement, comme toujours dans ces projets, bien attribuer les risques, qui fait quoi, comment. Mais il y a évidemment, pour des projets de cette ampleur, vous parlez de 20 ou 25 milliards de dollars, c'est des montants considérables à l'échelle de n'importe lequel des pays de la zone. Donc moi, encore une fois, je suis tout à fait, y compris avec mon ancienne casquette Banque mondiale, tout à fait à l'aise avec ce type de projets, qui sont ce dont l'Afrique a besoin. Il faut passer les frontières. Il faut passer les frontières. En tant qu'ancien directeur financier de la Banque mondiale, oui, je pense que c'est un projet faisable. Je ne vais pas vous dire, non, ça ne se fait pas comme ça, c'est faisable. Mais je pense que oui, ça fait du sens. Des fonds qui peuvent ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça répond à un besoin. Il faut voir quelle est la part. Je pense qu'il y aura des financements publics, qu'on dit concessionnels, des gens qui apporteront des financements non coûteux, etc. Donc c'est la bonne combinaison de tout ça. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de connecter l'Afrique. Quand on regarde, un des gros problèmes de l'Afrique aujourd'hui, c'est que la plupart des pays commercent avec le reste du monde, mais assez peu entre eux. Alors ça change un petit peu, M. Walalo l'a dit depuis une quinzaine d'années, mais l'intégration africaine est un sujet crucial. C'est un sujet crucial. C'est quand même là que vous amortirez les problèmes de dépendance aux matières premières, par exemple. Alors pourquoi l'Afrique ne consomme-t-elle pas ce qu'elle produit et consomme ce qu'elle ne produit pas, M. Lo? Bon, d'abord sur le gaz, je dois ajouter que le Sénégal est devenu, en tout cas, l'un des grands potentiels en matière de production gazière. Parce qu'on a fait une grande découverte et on espère que d'ici le début de 2020-2021, on va commencer l'exploitation. Donc nous ne serons pas simplement consommateurs du gaz qui viendrait du Nigeria, mais nous allons sans doute brancher notre gaz pour pouvoir l'amener vers le Maroc, l'amener vers l'Europe et vers le sud du Sénégal, donc vers d'autres pays, les pays du Golfe de Guinée. Pourquoi l'Afrique ne consomme pas ce qu'elle produit? C'est d'abord une question de lever des contraintes pour le développement du commerce intra-africain. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'abord le coût du fret. Vous savez, pour exporter d'un pays à l'autre, il faut transporter le produit. Et souvent, c'est le transport maritime qui est le moins cher. Et figurez-vous que entre deux pays, parfois, vous êtes obligé d'amener le produit jusqu'en Europe ou jusqu'au nord pour pouvoir le redescendre sur le continent. Ce qui fait qu'il est beaucoup moins cher, parfois, de transporter un conteneur de la Chine vers un pays africain que de le transporter d'un pays africain à un autre. Donc c'est cette déficience d'infrastructures maritimes, de liaison. Ensuite, il y a le manque aussi d'infrastructures ferroviaires, parce que tous les pays ne sont pas côtiers. Il faudra développer également des infrastructures ferroviaires pour que, à partir du Nigeria, il soit possible de transporter jusqu'au Sénégal des produits. Aujourd'hui, il y a un grand projet entre la Côte d'Ivoire,
le Niger, le Burkina Faso pour développer les infrastructures routières. Dans le domaine routier aussi, il faut bâtir des autoroutes capables aussi de développer le transport par voie routière. Donc voilà un peu toutes ces contraintes qui font que le commerce intra-africain n'est pas développé. Vous avez deuxièmement le problème de la monnaie, parce que figurez-vous que vous n'avez pas souvent de convertibilité, donc vous êtes obligé de passer par le dollar ou par l'euro, et ça joue sur bien évidemment la compétitivité du produit. Selon vous, je parle encore une fois financement, quelle coalition entre communautés justement sud-sud dans le financement pourrait-on envisager, imaginer pour un partenariat gagnant-gagnant? En tout cas pas partenariat, mais en tout cas pour pousser justement à mieux financer ces projets. C'est pas seulement une question financière, je pense que c'est une question de partage d'expérience. Ça, c'était une des grandes nouveautés. Quand on était en l'an 2000, on a eu le grand sommet du millénaire aux Nations Unies, et on disait voilà, on va avoir des objectifs. C'était la première fois que l'humanité se donnait des objectifs partagés. Bon, super. Donc on a avancé, ça s'est un peu ralenti avec la crise financière, mais enfin on a renouvelé l'exercice avec les objectifs du développement durable et la COP. Mais c'est vrai qu'en 2000, c'était essentiellement un raisonnement qui était de dire les pays de l'OCDE, donc pour faire court, les pays du Nord, vont accroître leur effort d'aide publique pour les pays du Sud. Et on avait sous-estimé deux choses. Le premier, c'était que l'argent public n'était pas tout et qu'en réalité, les vrais flux étaient privés. Et ça, c'est quand même la vraie... Alors, que ce soit les flux d'investissement direct, pour partir du point dont on partait tout à l'heure, ou que ce soit les flux de la diaspora, par exemple, ce qu'on appelle les flux des migrants. Et on avait sous-estimé le Sud-Sud, qui est quelque chose, on parlait, alors la Chine est compliquée, est-ce que la Chine est-elle du Nord ou du Sud? C'est une question encore ouverte. La Chine se dit comme pays en développement. Voilà, il continue à se présenter comme pays en développement. Bon, mais en même temps, regardez, pour avoir, par exemple, le Brésil est un des premiers pays à mettre en place des programmes de cash conditionnel, en disant on transfère de l'argent à des familles pauvres en échange d'efforts de santé, d'éducation, etc. Et bien ça, c'est une expérience brésilienne qui est plutôt un succès, qui a été exporté en Afrique. Mais il y a des choses dans les deux sens. Donc c'est pas seulement... Comme vous avez dit au début, il y a aussi l'effet de la crise. Absolument. L'effet de la crise fait que, effectivement, de plus en plus d'autres pôles ont pu s'imposer. Absolument. De plus en plus. Donc on a effectivement une dimension sud-sud à laquelle il faut qu'on s'habitue. Elle est vraie en matière commerciale. Le commerce sud-sud devient majoritaire dans le monde. Elle est vraie en matière, encore une fois, de partage d'expertise. Donc tout ça est en train de se rebrasser, ce qui crée un peu d'effervescence et un peu de tension, parce qu'on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas modéliser tout ça. C'est ça qui fait qu'on est dans un monde un peu crispé aujourd'hui, mais qui reste un monde, encore une fois, moi je suis convaincu qu'il y a des promesses, mais ça ne se fera pas tout seul. Oui, ça va. Un dernier mot, parce que là il nous reste pas sur beaucoup de le temps. sud-sud, nous avons discuté à Marrakech d'ailleurs d'une grande initiative pour développer les relations entre l'Afrique et l'Amérique latine. D'ailleurs, nous comptons l'année prochaine accueillir à Dakar un groupe stratégique qui va réfléchir sur cette question-là. Et nous comptons le faire avec l'OCP Policy Center et les centres de recherche d'Amérique latine. Il y a cette dynamique à créer entre l'Afrique et l'Amérique latine, entre l'Afrique et l'Asie. C'est cette dynamique, comme disait tout à l'heure le professeur ou ministre de l'économie et des finances, ce monde multipolaire, c'est également un monde où des relations bilatérales peuvent se conduire avec les différentes zones du monde, du globe. Un dernier mot, M. Wellen, justement. Moi, je crois que il faut être volontariste, il faut être optimiste, et en même temps, il faut considérer à juste titre que ce 21e siècle va être le siècle de l'Afrique. Et nous ne parlons plus de coopération sud-sud, en ne parlant que d'Afrique, mais également d'Amérique latine. Messieurs, je vous remercie pour votre présence ici avec nous et d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Éco. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 22 h pour un nouveau numéro de l'Hebdo Éco. Et je vous souhaite à tous une excellente suite de programmes sur Médien TV.